Bien, bonjour à toutes et tous et merci de vous intéresser à un sujet un peu technique, un peu délicat, qu'on n'utilise jamais avec plaisir, qui est le droit disciplinaire. Euh, S'il y a un mot à retenir de ce que je veux vous dire ce matin, c'est à la fois le mot réactivité quand une problématique se pose et c'est à la fois le mot anticipation. Réactivité parce que une problématique disciplinaire est liée à une problématique humaine, professionnelle et au-delà du professionnel. Donc plus on réagit vite, c'est comme une noyade ça. C'est pas quand on est 3 mètres sous l'eau qu'on peut facilement sortir quelqu'un. C'est mieux quand on est au tout début et que quelque part on boit la tasse. Euh, donc c'est bien la réactivité. Vous faire accompagner par les services du centre de gestion qui sont opérationnels, qui sont habitués, expérimentés et qui seront accompagnés sur deux aspérités. La première aspérité est de respecter scrupuleusement la procédure, ça va vous être détaillé, afin de ne pas donner de motif d'annulation de la procédure. Et sur le fond, il y a la problématique particulière de la proportionnalité entre la faute et la sanction. Alors ça, il n'y a pas de barème de proportionnalité entre la faute et la sanction, donc c'est la jurisprudence qui nous aide à nous repérer pour appliquer la bonne sanction. En tout cas, celle qui risque le moins de se faire retoquer dans le cadre d'un recours contentieux. L'anticipation, quand on a besoin de faire évoluer le comportement d'un agent, il faut utiliser tous les outils possibles en amont de la procédure disciplinaire. Je pense aux entretiens d'évaluation, aux éventuels rappels à l'ordre qui peuvent également se faire à l'oral ou par écrit. Et puis, toute occasion permet de rappeler ce qu'on attend d'un agent. Les fiches de poste sont des outils précieux. Donc, il faut mettre tout l'arsenal dont on dispose pour faire en sorte que on obtienne les résultats souhaités, à condition que ces résultats soient atteignables, bien sûr. J'insiste sur la cohérence. Dans les arguments que les procédures sont parfois annulées, on a l'incohérence entre une procédure disciplinaire qui souhaite infliger une sanction à un agent et puis des entretiens annuels d'évaluation dans lesquels il est écrit que tout va très bien, que l'agent fait parfaitement son travail et que dans la procédure disciplinaire, il est écrit le contraire. Ça fait des années que ça ne va pas, ou il y a longtemps qu'on lui a dit, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est une aspérité qui conduit souvent le juge administratif à considérer que la sanction n'est pas appropriée ou pas justifiée. Voilà dans les éléments principaux de mise en garde sur les outils à utiliser, sur les services à aller solliciter auprès du centre de gestion. J'ai dit quelques mots sur le contentieux. Il faut savoir que toute procédure disciplinaire, quel que soit le groupe de sanctions envisagé, se fait évidemment sous le contrôle du juge administratif. L'agent peut évidemment contester toute sanction disciplinaire, ça commence depuis l'avertissement jusqu'à la révocation. Et puis, il y a le conseil de discipline. Conseil de discipline qui est l'instance consultative que les collectivités doivent obligatoirement saisir dès qu'elles envisagent une sanction à partir du deuxième groupe. Donc tout ça va vous être détaillé. Donc je vous invite vraiment à solliciter les conseils du centre de gestion pour faire en sorte que ces procédures soient bien conduites, en sachant que c'est vraiment quand on n'a pas trouvé meilleure solution. Hein,
le statut de la fonction publique nous invite à tout faire pour que la relation de travail entre l'autorité territoriale, la direction générale des services et les encadrants se passe bien avec les agents qui sont employés par la collectivité. Voilà un petit peu le défi qui est le nôtre, ce beau défi de la fonction publique, dans lequel on sait que la principale problématique est davantage l'attractivité plutôt que la révocation. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la relation de travail soit fluide et que tout se passe bien. C'est les quelques mots que je voulais vous donner en introduction avec l'expérience qui est la mienne pour avoir participé à la fois au travail avec les services du centre de gestion depuis de nombreuses années, siégé dans les conseils de discipline et avoir travaillé ça en tant que juriste en droit public avec une spécialité sur le droit disciplinaire. Voilà. Donc, sollicitez bien le centre de gestion autant que vous en aurez besoin. Les services seront là avec plaisir pour vous accompagner. Bonne réunion, bonne matinale, et puis en espérant que vous aurez le moins besoin possible d'utiliser le droit disciplinaire. Merci. Ah, pardon. Merci, Président. Je vais me présenter. Je suis Mélanie Maillot, je suis directrice générale adjointe du centre de gestion. Cette présentation, donc cette matinale RH sur la discipline, va se dérouler en deux parties. Une première partie avec mes collègues du Conseil statutaire, Frédéric Denis-Andrivé, Aude Violta et Benoît Chaput, qui vont s'attacher à vous expliquer en quoi des faits qu'on pourrait reprocher à un agent sont constitutifs d'une faute et, le cas échéant, la procédure disciplinaire qu'il convient de mettre en place si l'autorité territoriale souhaitait sanctionner un agent. La deuxième partie sera quant à elle présentée donc par Karine Blétry et Daniel Stepanovic, qui sont donc les secrétaires du conseil de discipline et qui vont elles vous présenter davantage comment se déroule un conseil de discipline, déjà comment le saisir et puis comment se déroule cette instance, dans quelle mesure est rendu un avis du conseil de discipline. Avant de passer la parole à mes collègues, je veux simplement vous dire deux choses. C'est que vous pourrez bien évidemment formuler des questions via le chat. Si jamais elles venaient à être trop nombreuses, ou on pourra y répondre peut-être dans le cadre d'une foire aux questions qu'on vous diffuserait à la suite de la matinale RH. S'il y a des questions qui relèveraient plutôt d'une situation individuelle, vous comprendrez bien que, eu égard à la confidentialité des dossiers relevant de la discipline, il conviendra davantage de prendre la tâche du centre de gestion postérieurement à la matinale RH. Et comme vous l'a dit le président, n'hésitez surtout pas à le faire, hein, puisque les services du centre de gestion sont là pour vous. Et puis, si jamais on peut, dans la mesure du possible, bien évidemment, les collègues et moi-même répondront à vos questions au fur et à mesure du chat. Ou alors, s'il y a besoin, vous pouvez aussi lever la main avec la petite icône main qui est présente sur l'application Teams. Et puis, on répondra à vos questions. Voilà, je vais désormais laisser la parole à mes collègues. J'espère que, je ne suis pas sûre que tout le monde apparaisse bien à la caméra. Frédéric, si tu veux déplacer ou autre. Non, bon, parfait. Merci. C'est à vous. Bonjour à tout le monde. Du coup, donc, le pouvoir disciplinaire, c'est l'objet qui nous réunit ce matin. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, en fait, il n'y a pas vraiment de définition. Donc, la seule chose qu'on trouve sur le pouvoir disciplinaire, c'est l'article L531 du Code général de la fonction publique, que je vais vous lire. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Et il est précisé que ces dispositions sont applicables également aux agents contractuels de droit public. En dehors de ça, on ne va jamais retrouver une définition de ce qu'est en fait une faute, ni une liste qui viendrait un peu nous aiguiller là-dessus. Parallèlement à ça, on a des sanctions, elles, qui sont prévues par les textes, en fonction notamment du statut des agents, donc stagiaires, fonctionnaires, contractuels, mais il n'y a aucune... J'aurais juste rappelé une précision quand même importante, c'est que on n'a pas de liste, effectivement, on a quand même comme point de repère les droits et obligations des fonctionnaires.
un fonctionnaire qui ne respecte pas une des obligations prévues par le statut se place en situation de faute. Donc la matière première, quand même, pour savoir si un comportement est fautif ou pas, c'est de regarder les obligations prévues par le statut. Voilà, petite parenthèse, parce que si vous engagez une procédure disciplinaire, il va quand même falloir raccrocher les faits à une obligation du statut qui n'aurait pas été respectée par l'agent. Effectivement, on va voir plus tard en fait comment on va pouvoir qualifier un fait d'une faute avérée et ensuite voir si on applique une sanction et après comment on va choisir une sanction qui sera proportionnée. Donc, dans le travail en amont dont je parlais tout à l'heure, il est intéressant. Alors maintenant que depuis la loi du 19 février 2007, on a rajouté une formation d'intégration aux agents de catégorie C qui n'en avait pas avant, c'est une bonne occasion pour rappeler les droits et obligations des fonctionnaires. Mais il faut éventuellement solliciter le CNFPT, qui est quand même l'établissement public dédié, si vous pensez que dans vos collectivités, il y a besoin de faire un rappel aux agents sur les droits et obligations qui s'imposent à eux. Du coup, partant de là, nous, ce qu'on voulait attirer notamment comme attention, c'est que c'est l'autorité territoriale qui dispose du pouvoir disciplinaire. Et donc, tout au long de la procédure, c'est elle aussi qui va avoir un pouvoir d'appréciation sur les faits qui se sont déroulés. Est-ce qu'ils sont avérés, constitutifs d'une faute? Et est-ce que la faute va être sanctionnée par une sanction? On a essayé de vous faire un schéma, on va vous mettre à l'écran. Je vais schématiser, je vais essayer de vous le montrer un peu en jaune. Et donc, ça va des faits supposés jusqu'à la sanction. Et donc, de ce pouvoir d'appréciation, en fait, découle, on l'a un peu dit, tout un questionnement pour arriver, le cas échéant, à une sanction disciplinaire, sanction qui devra être proportionnée au fait, comme on l'a dit, à la faute, en fait. Et comme on l'a dit aussi, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'une faute, pas de correspondance faute-sanction. Donc, la question, c'est comment je fais pour passer de mes faits supposés à ma faute et à une sanction qui doit être proportionnée. Et tout ce questionnement-là, il a lieu en principe bien avant, d'engager la procédure disciplinaire en elle-même, sur laquelle on reviendra avec l'engagement auprès de l'agent. Et c'est une partie qui est très importante parce que ça conditionne un peu la suite. Et c'est sur cette partie-là vraiment qu'on a souhaité donc insister parce que c'est celle qui pose souvent le plus de difficultés, sous forme donc de 2 focus. Donc, de 2 focus. Le premier, comment on fait pour passer de fait supposé à une faute, et ensuite de la faute à une sanction proportionnée. Donc, je vais revenir sur la première partie, moi, des faits supposés à une faute. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les faits sont portés à la connaissance de l'autorité territoriale ou de l'administration? Et comment on va faire pour voir s'ils sont avérés? Et comme on l'a dit en tout début, en fait, ce qui va constituer la plupart du temps une faute, c'est est-ce qu'il y a un manquement aux obligations professionnelles et est-ce qu'il y a un préjudice pour la collectivité, notamment ce qu'on va voir, l'atteinte à l'image, par exemple. Et donc là, effectivement, ça va reposer sur l'appréciation de l'autorité territoriale lorsque des faits sont portés à sa connaissance. Donc, une des premières choses à faire lorsqu'on a eu connaissance de faits, c'est ce qu'on appelle l'enquête administrative. Donc, l'enquête administrative, elle va être là, en fait, pour déterminer si les faits dont on a eu connaissance sont avérés ou pas. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas à l'agent de prouver qu'il n'a pas commis les faits dont on l'accuse, en fait. C'est bien à l'administration de venir chercher les éléments pour savoir si les faits sont avérés ou pas. Donc, on vous a fait une petite liste, un peu de questions, il pourrait y en avoir d'autres, mais on a essayé d'attirer l'attention sur différents éléments qui vont vous permettre justement de mener votre enquête administrative. Donc, le premier des éléments, c'est d'identifier effectivement l'auteur des faits. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes impliquées? Est-ce qu'il y a des complices? Et quelles sont les fonctions du positionnement hiérarchique de cette personne ou de ces personnes? Ensuite, on va essayer de regarder aussi dans quel contexte ces faits se sont passés.
On va venir noter effectivement tout ce qui va être notion de lieu, de temps, l'historique des faits, etc. S'il y avait des personnes extérieures aussi, notamment des tiers. Et sachez que quand vous faites votre enquête, mettez vraiment tout ce dont vous disposez et dans le détail en fait. Ce n'est pas du tout rébarbatif de mettre des dates, des lieux, des heures, etc. Parce que ça va vous servir aussi dans le rapport disciplinaire ensuite. Souvent, on vous dit justement que ce n'est pas assez étayé ou pas assez prouvé. Donc, n'hésitez pas, dès l'instant où vous avez les éléments, à le noter. En plus de ça, on va aller voir aussi ce qui tient au contexte de la collectivité. Est-ce que dans la collectivité, il y a des éléments, notamment en termes de tout ce qui va concerner l'organisation? Donc, du coup, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que l'agent dispose d'une fiche de poste? Est-ce qu'on a des plannings? Est-ce qu'on a des règlements intérieurs? Des documents, en fait, des fiches de liaison qui sont opposables aux agents. Ça aussi, ça va avoir des impacts, en fait, en fonction du contexte dans lequel se sont réalisés les faits. Un planning, si un agent, par exemple, ne se présente pas et on le verra plus tard, est-ce qu'il avait bien un planning qui lui avait été notifié avec ses horaires ou avec une obligation de présence sur certains événements, par exemple? On va aussi chercher à analyser en fait les faits qui se sont déroulés, et quelles causes et quelles conséquences ont eu ces faits. Là aussi, ça va être déterminant pour savoir s'ils sont constitutifs d'une faute. Donc, est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs pour la réalisation de ces faits? Et ensuite, ces faits ont-ils eu un impact en fait sur le fonctionnement de la collectivité, sur l'image de l'administration? Par exemple, tout à l'heure, on disait est-ce qu'il y avait des tiers qui étaient présents? S'il y a des tiers qui sont présents, on peut s'interroger sur l'atteinte qu'il peut y avoir sur l'image de la collectivité, par exemple. Ensuite, on va venir évaluer la responsabilité en fait, de la personne qui a commis les faits. Est-ce qu'il y avait un caractère volontaire ou pas? Quel était son degré d'implication dans les faits? Si notamment ça concerne plusieurs agents. Tout ça va vous servir, vous allez voir, tout au long de la procédure, en fait. Et enfin, on a relevé un autre thème, il peut y en avoir d'autres, c'est est-ce qu'on peut établir un lien entre les fonctions et la qualité d'agent public, en fait. Parce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est que les faits qui sont passés, ça peut être pendant le temps de travail de l'agent, mais ça peut être aussi des faits qui sont réalisés en dehors du service, et pour autant qui peuvent être constitutifs d'une faute. On vous a mis en parallèle quels sont les moyens pour mener votre enquête et notamment recueillir des preuves. Donc, pour chacune des questions que vous allez vous poser, il faudra bien établir des preuves. Et donc, quels sont les moyens que vous pouvez utiliser? Ça va être des témoignages, par exemple, ça peut être des photos, des vidéos, des témoignages qui peuvent être éventuellement anonymisés. Ça peut être des captures d'écran de presse, maintenant de plus en plus aussi de réseaux sociaux, des pots de plainte, et effectivement aussi ça on vous le met dans le rapport, et bien lorsque vous allez discuter avec l'agent, est-ce qu'il y a des aveux de l'agent? Tous les éléments possibles, il peut y en avoir d'autres, bien sûr, nous on vous a listé quelques-uns, mais et en fait tout ça va vous servir en fait à apporter vos preuves une fois que vous avez eu connaissance de faits. Donc, l'enquête administrative, c'est pareil, c'est un outil, mais qui n'a pas un formalisme particulier. Il n'est pas encadré par un texte. Donc, c'est vraiment un outil à la disposition. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être initié par l'autorité territoriale, puisque c'est elle qui détient le pouvoir disciplinaire et qui va aussi faire jouer son pouvoir d'appréciation. En fonction de l'organisation de la collectivité, l'enquête peut être réalisée soit par l'autorité territoriale, soit par le secrétaire ou la secrétaire générale, la directrice ou le directeur général des services. En fait, ça va dépendre de l'organisation de votre collectivité. Par contre, on attire l'attention sur le fait, bien évidemment, qu'une personne qui serait partie prenante dans les faits ne pourrait pas participer à cette enquête puisqu'il faut être impartial. Et il y a quelque chose aussi qui a été soulevé par le juge, c'est ce qu'on appelle l'obligation de loyauté. Donc, je vous ai listé tout à l'heure un peu les différents moyens qu'on pouvait avoir pour récolter des preuves. Par contre, ces moyens doivent être obtenus avec à l'esprit une obligation de loyauté envers l'agent, c'est-à-dire que ça doit être obtenu de manière licite. On ne doit pas, par exemple, avoir un caractère malveillant ou une intention de piéger l'agent.
On a vu tout à l'heure qu'on pouvait, par exemple, utiliser des captures d'écran, des vidéos, etc. Ben, par exemple, on va pouvoir utiliser des vidéos qui seraient dans le domaine public. Par contre, on ne va pas, pour récolter des preuves, installer une vidéo sans avoir préalablement prévenu les agents et obtenu leur accord. Donc, il y a toutes ces notions à faire attention, à rester loyal envers l'agent. Et on va s'attacher à récolter tous les éléments de preuve, mais qui soient à charge ou à décharge. Bien lister tout ce que vous pouvez en fait récolter comme élément. Et donc cette enquête administrative, elle a pour but en fait de voir si les faits dont on a eu connaissance sont avérés. Est-ce qu'on a justement eu suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir passer d'un fait avéré, d'un fait supposé à un fait avéré. Donc là, on vous a fait un petit schéma pour vous montrer que dès l'instant où on manque de preuves, et ben, ce fait-là, il reste supposé et du coup, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Donc, attachez-vous bien, en fait, si vous avez différents faits qui sont portés à votre connaissance, à voir, en fait, quelles preuves vous avez pour les étayer. Une fois que les faits ont été avérés par l'enquête administrative, il va falloir les caractériser, en fait. En quoi ils sont constitutifs d'une faute. Donc, c'est là, en fait, qu'on a principalement deux notions, comme on a évoqué tout à l'heure. C'est est-ce qu'ils sont constitutifs d'un manquement aux obligations professionnelles des agents? On vous en a listé quelques-uns, mais il y en a d'autres. Le refus d'obéissance hiérarchique, le manquement au devoir de réserve, le non-respect des règles de cumul d'activités publiques-privées. Donc, il peut y avoir plein de choses, mais effectivement, la première recherche, ça va être de savoir est-ce que ces faits avérés constituent un manquement aux obligations, donc, puisqu'on on disait tout à l'heure, aux droits et aux obligations des agents. Et ça peut être également un comportement qui serait incompatible avec les fonctions ou qui aurait un impact en fait, sur le fonctionnement et l'image de la collectivité. Comme exemple, un agent qui aurait un comportement agressif envers des collègues, et ben, l'impact, c'est que ça va désorganiser le service. Donc, il y aura bien un impact sur le fonctionnement de la collectivité. Quelqu'un qui sera agressif envers des administrés, il va y avoir une atteinte à l'image, puisque du coup, il y a des tiers qui ont pu constater ce qui s'est passé. On peut aussi, ça peut être aussi le grade, le cadre d'emploi de l'agent. En fonction en fait, de son grade, il peut y avoir aussi une atteinte en fait, à l'image de cette fonction. On peut penser par exemple aux agents de police ou aux fonctionnaires de l'enseignement. En fonction des faits qui se sont passés, effectivement, il va y avoir une atteinte en fait, à cette fonction. Et ça peut porter la déconsidération en fait, sur un métier notamment. Donc voilà, j'ai essayé de balayer un peu tout ça. C'est pas exhaustif, bien sûr. Après, on va peut-être revenir au schéma. Enfin, la dernière question à se poser, ça sera aussi de voir est-ce que du coup, maintenant qu'on a toutes les preuves et qu'on pense que c'est constitutif d'une faute, est-ce qu'on engage une procédure? Après avoir qualifié les faits avérés de faute, l'autorité territoriale va chercher à tendre vers une sanction proportionnée. Donc pour cela, à nouveau, elle va disposer d'un pouvoir d'appréciation. Il va réfléchir si la faute justifie ou non l'engagement d'une procédure disciplinaire, et si oui, quelle est la sanction qu'elle envisage. Après avoir réalisé la procédure disciplinaire, l'autorité territoriale s'interrogera à nouveau sur est-ce qu'elle décide toujours de sanctionner et quelles sanctions elle va prononcer. Dans le choix des sanctions, l'autorité territoriale n'est pas totalement libre parce qu'elle peut uniquement choisir des sanctions qui sont prévues par la réglementation ou la législation. Et si l'autorité territoriale en venait à prendre une sanction autre que celle prévue par un texte, ou alors si elle la faisait en dehors de toute procédure disciplinaire, la mesure, si elle revêt un caractère disciplinaire, pourrait faire l'objet par le juge d'une requalification en sanction déguisée, ce qui entraînerait une annulation de la décision de sanction et une réparation à destination de l'agent, c'est-à-dire soit la réparation du préjudice subi, des rappels de rémunération, dans certains cas une reconstitution de carrière. On vous a schématisé les différentes sanctions qui peuvent être prises en fonction de la qualité des agents. Donc, du coup, il y a différentes sanctions si l'agent est un fonctionnaire titulaire, un fonctionnaire stagiaire ou un agent contractuel de droit public. En fonction de la gravité de la sanction, il peut avoir ou non saisine du conseil de discipline. Donc, c'est une émanation de la CAP et de la CCP en formation disciplinaire.
Pour les agents, les fonctionnaires titulaires, les sanctions sont classées en 4 groupes, ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires contractuels. Et au niveau des sanctions, il n'est pas nécessaire de passer par les sanctions les plus basses pour prononcer les sanctions les plus élevées. C'est vraiment la gravité de la faute qui va faire que l'autorité territoriale va tendre vers telle ou telle sanction. Donc sur les sanctions les plus basses, on est sur un avertissement, et la sanction la plus forte, qui nécessite bien entendu la saisine du conseil de discipline, pour un agent titulaire, ça sera la révocation. Pour un stagiaire, on sera sur une exclusion définitive du service, et pour un agent contractuel, un licenciement sans préavis et indemnité. Au moment d'engager une procédure disciplinaire et de choisir sa sanction, il convient de rappeler que l'autorité territoriale n'a pas de correspondance entre une faute et une sanction. Donc, une telle ou telle faute ne donne pas telle ou telle sanction. C'est vraiment lui ou elle qui va apprécier la gravité de la faute pour définir quelle sanction il va envisager. Pour cela, l'autorité va se baser sur les éléments probants qui ont été recueillis au moment de l'enquête administrative, et elle utilisera de nombreux critères d'appréciation pour évaluer cette gravité de la faute. Donc, on vous a fait une liste des principaux critères qui sont similaires à ceux de la gravité qu'on a vu précédemment. Donc, il y a premièrement le niveau hiérarchique de l'agent, au niveau de ses fonctions, quelle est sa place dans l'organigramme, est-ce qu'il exerce des fonctions d'encadrement ou non, et si oui, quel est son niveau d'encadrement, un encadrement de proximité, un responsable de service, des fonctions de direction. Est-ce que l'agent exerce des fonctions particulières? Ça peut être est-ce qu'il est agent de police municipale? Il a des missions de régisseur? Est-ce qu'il exerce auprès d'un public sensible, donc auprès d'enfants, auprès de personnes âgées? Les faits qui sont reprochés à l'agent, est-ce que c'est un fait qui est simplement isolé, ou alors est-ce qu'il a un caractère répétitif? Attention toutefois, c'est si des faits ont déjà été sanctionnés, ils ne peuvent pas l'être à nouveau. Par contre, ils peuvent toujours servir pour apprécier le choix de la nouvelle sanction, plus sur une aggravation de la sanction prise. Il conviendra aussi de regarder quelles sont les conséquences pour la collectivité, conséquences qui peuvent être à la fois sur le fonctionnement, sur l'image et la réputation de la collectivité, voire également des dégradations matérielles, voire un impact financier. L'autorité regardera aussi si l'agent a commis les faits volontairement ou involontairement, et aussi quel est son degré. Donc, on vous a schématisé, en fait, on nous a fait sous forme de schéma. Donc, un agent a commis une faute. L'autorité territoriale va se baser sur les critères d'évaluation de la gravité pour décider si oui ou non il va avoir l'engagement d'une procédure disciplinaire, et quelle est la sanction proportionnée qui sera envisagée et prise. Une même faute ne donnera pas lieu à la même sanction, d'une collectivité à une autre. Pour illustrer un petit peu tout ça, on vous a préparé un petit cas pratique, un exemple d'actualité, la participation à la cérémonie du 11 novembre avec 2 collectivités, donc une collectivité A et une collectivité B, et 2 agents qui, normalement, devaient participer à cette cérémonie, mais qui sont absents le jour J. Donc, dans ma collectivité A, j'ai un agent des services techniques, adjoint technique, qui, le jour J, devait préparer et mettre en place la cérémonie et en assurer la gestion logistique. Notre agent est absent. Les élus sont contraints de pallier à cette absence, ce qui entraîne la désorganisation, le retard dans le déroulement de la cérémonie, qui aura quand même lieu. Et de l'autre côté, dans ma collectivité B, j'ai un agent de police municipale, gardien de brigadier, qui lui devait veiller au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité de l'événement. Il est absent et Madame la maire s'est fait agresser physiquement par un administré, elle a chuté, elle est blessée et elle est en arrêt de travail à la suite. Ça a nécessité l'intervention des élus et une interruption de la cérémonie. Donc, 2 absences, mais des conséquences différentes. Et la question ici qu'on peut se poser, c'est est-ce que les agents ont refusé délibérément de participer à la cérémonie? La notion de responsabilité. Et c'est l'enquête qui va constater qu'effectivement, cette participation, elle était bien prévue au planning.
donc qui avait été notifié à chacun des agents en main propre par supérieur hiérarchique. Chacun des agents avait exprimé même leur refus de participer. Il y a eu un rappel aussi par courrier, donc toujours par écrit, très important. Et ils ont été absents le jour J et ils n'ont pas justifié cette absence par un certificat médical de travail. Donc finalement, nos faits sont avérés. L'enquête révèle bien que l'agent a volontairement refusé de participer à la cérémonie. Et cette enquête, elle permet aussi de constater et d'analyser les conséquences de l'absence. Donc, fait avéré, on va caractériser par un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, un comportement incompatible avec les fonctions qui, a eu un impact sur le fonctionnement de la collectivité, puisque la cérémonie a été désorganisée, voire annulée. Et sur l'image de la collectivité, on imagine bien qu'il y avait des administrés qui étaient présents. On a bien donc une faute des deux côtés, dont on va apprécier le degré de gravité, donc en fonction des éléments de l'enquête. Et ici, on va arriver à chaque autorité territoriale va envisager deux sanctions différentes. Un blâme d'un côté pour notre adjoint technique et une exclusion temporaire de fonction de 5 jours pour l'agent de police municipale. Et on comprend bien que c'est parce que les fonctions sont différentes et que les conséquences sont différentes. Donc, on a une faute plus grave d'un côté que de l'autre, ce qui amène à deux sanctions envisagées différentes. Avant d'aller sur cette sanction, l'autorité territoriale devra respecter une procédure. On va reprendre du coup sur notre schéma. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour engager cette procédure disciplinaire. Donc, on a fait tout ce travail-là, on a une faute. On décide d'engager la procédure disciplinaire. On a déterminé notre sanction, donc proportionnée aux faits, dans la liste prévue par les textes. On a pu rédiger le rapport disciplinaire à l'appui des éléments de l'enquête, toujours avec des précisions, comme mes collègues vous l'ont dit. Et là, avant d'arriver à notre sanction, il va falloir lancer la procédure disciplinaire en elle-même, donc avec la lettre d'engagement auprès de l'agent qui doit être notifié, donc soit par accusé-réception, soit remise en main propre signature. Et cette lettre, elle va contenir les faits reprochés à l'agent, la sanction qui est envisagée à ce moment, et surtout les droits de la défense. Donc vous devez informer l'agent qu'il a des droits. Et ces droits, c'est la communication du dossier individuel, l'assistance par un conseil de son choix et plus récemment le droit de se taire. Donc ça doit figurer vraiment dans la lettre d'engagement. C'est une obligation et c'est très important de le respecter. Devant le juge, si ça n'a pas été respecté, vous serez retoqué. Le texte nous dit aussi que l'agent doit disposer d'un délai suffisant pour consulter son dossier et organiser sa défense. Alors, délai suffisant, on ne nous précise pas ce que c'est, bien sûr, c'est jurisprudentiel, mais vous ne pouvez pas engager la procédure et sanctionner l'agent le lendemain ou le surlendemain. À minima, je dirais qu'on lui laisse au moins une semaine pour s'organiser, ça dépendra du contexte et des faits, je pense. Donc, laissez le temps à l'agent de consulter, s'il le souhaite, son dossier. Et proposer aussi un entretien qui sera obligatoire dans un seul cas, licenciement disciplinaire d'un agent contractuel. Dans les autres cas, il est complètement facultatif, mais vivement recommandé, parce que c'est justement le moment où l'agent pourra présenter, s'il le souhaite, ses observations. Donc on vous recommande quand même de le proposer, on l'a inclus dans notre lettre d'engagement. Les petits pictos que vous avez, triangles, c'est les modèles d'actes qui sont à votre disposition. À la suite de ça, le cas échéant, on vous l'a dit, en fonction du degré de sanction choisi, il y aura une saisine du conseil de discipline. Donc, mes collègues y reviendront. Petite précision, saisine du conseil de discipline, quand vous engagez une procédure disciplinaire, vous allez
vous avez la possibilité de suspendre votre agent. Et cette suspension, elle entraîne systématiquement la saisine du conseil de discipline sans délai. C'est une obligation. La suspension, ce n'est pas une sanction, c'est une mesure conservatoire pour éloigner l'agent du service. On n'est pas encore sur une sanction, mais c'est qu'on est déjà sur des faits qui sont d'une certaine gravité, parce que ça entraîne la saisine du conseil de discipline. Donc, le conseil de discipline se réunit, rend un avis, ou alors il n'y a pas de saisine. Et à ce moment-là, la collectivité, enfin l'autorité territoriale qui a le pouvoir d'appréciation, peut encore se poser la question de sanctionner ou non l'agent et du choix de la sanction, toujours proportionné aux faits. Peut-être que l'agent aura apporté des éléments et peut-être qu'elle pourra choisir peut-être de minorer sa sanction en fonction de l'avis du conseil de discipline qui est consultatif. À la suite, la sanction pourra être notifiée à l'agent par arrêté. La décision, elle doit être motivée, donc elle doit comporter tout ce qu'on reproche à l'agent, en fait. Donc, notification à l'agent, toujours pareil, accusé-réception ou mise en main propre contre signature. Et cette sanction pourra être donc exécutée et l'agent a toujours la possibilité de contester cette décision devant le juge. En termes de délai, entre l'engagement, donc la lettre d'engagement et la notification de la sanction, on parle d'un délai raisonnable. Pareil, ce n'est pas prévu par les textes, mais ce n'est pas censé des mois et des mois. Et autre délai à retenir aussi, en vert sur le schéma, l'engagement de la procédure disciplinaire, vous avez 3 ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. C'est ce qui est prévu par le texte. L'administration, donc on ne vise que l'administration, on ne vise pas forcément l'autorité territoriale. Donc ça peut être, je ne sais pas, par exemple un responsable hiérarchique, directeur, directrice des services, etc. Mais voilà, vous avez 3 ans en tout cas pour engager la procédure disciplinaire. Donc, pour résumer, retenez bien que vous avez des faits supposés, vous menez votre enquête, qui vous permet d'avoir des faits avérés, que vous caractérisez, vous donne une faute dont vous appréciez le degré de gravité pour arriver, après procédure, à une sanction proportionnée. On a quelques petites questions. Je les reprends. Donc, il y en a certaines. J'ai mis dans le chat les réponses. D'autres. Alors, comment gérer les publications d'agents qui circulent sur les réseaux sociaux, mais sur des comptes privés? Ça dépend si le compte privé est accessible au public ou pas. Si c'est accessible au public, on peut s'en servir. Sinon, je ne vois pas comment on peut avoir l'information. Voilà. Et en tout cas, il n'appartient pas à l'autorité territoriale de gérer les comptes privés des agents. Par contre, effectivement, ce qu'on peut peut-être aussi dire, c'est que une seule publication est difficilement une preuve suffisante pour constituer une faute. Hein. C'est vraiment juger. En fait, quand vous engagez une procédure disciplinaire, il faut vous projeter comme si potentiellement il y aurait un contentieux derrière, hein, que la sanction serait contestée. Et le juge administratif procéderait par ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Hein. Ce n'est pas un seul fait isolé, à moins qu'il soit vraiment gravissime, s'agissant en tout cas d'une publication sur Facebook ou autre réseau social. Donc, ça peut être un élément, mais en général, il faut que ce soit un élément d'une enquête administrative au sens large. Ça va dépendre en fait de l'atteinte à l'image de la collectivité, de la réputation. Voilà. Après, quand vous parlez d'un écrit, est-ce qu'un mail peut compter? Ça peut faire partie de preuves du faisceau d'indices, en fait. Voilà. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant aussi. Voilà. Il n'y a pas de liste de preuves, en fait. Pourvu qu'elle soit obtenue d'une manière loyale. En fait, pareil, il faut considérer que le juge administratif va considérer qu'une administration a plus de moyens qu'un agent pour se défendre ou pour mener une enquête. Donc, charge à la collectivité, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, d'apporter tout moyen de preuve attestant de la véracité des faits et de ce qu'ils sont constitutifs d'une faute, en fait.
Autre point, est-ce qu'une attitude négative entraînant une ambiance très altérée et beaucoup de mauvais esprits peut être considérée comme une faute? C'est l'atteinte à la collectivité, donc une organisation ou des organisations de la collectivité. Après, Tout dépend des éléments que vous avez. C'est un cas qui mériterait d'être étudié Voilà. plus particulièrement. Donc. Et comment le prouver? Ça pourrait être aussi le cas d'un agent qui, par son comportement, met en cause le bon fonctionnement du service. Bon, ben là, il y a les preuves les plus manifestes qu'on peut avoir, c'est des témoignages de collègues qui considèrent que depuis que l'agent est là, ou depuis en tout cas qu'il a cette attitude, manifestement, le service ne fonctionne pas comme il devrait l'être. L'attitude négative de l'agent peut aussi avoir été relatée dans le cadre de l'entretien professionnel de l'agent, parce qu'elle aura été mise en avant par le supérieur hiérarchique. Ça pourrait être un élément complémentaire pour l'autorité territoriale. Je continue sur les questions contraintes déroulées. Est-ce qu'une suspension préalable à une exclusion de 3 jours nécessite la saisine du conseil de discipline? Est-ce qu'une suspension préalable à l'exclusion de 3 jours? les instants où l'agent est suspendu, normalement, il y a saisine du conseil de discipline. Donc, qu'est-ce qui fait qu'après, on est parti sur une sanction plus? Ça peut arriver. Hein. Oui, parce qu'on peut, C'est en fonction du on peut envisager une sanction et finalement minorer la sanction du fait des éléments justement qu'on a obtenus pendant l'enquête ou autre. Mais en fait, c'est au moment où vous suspendez l'agent que vous êtes censé saisir le conseil de discipline. Donc, au moment où vous suspendez l'agent, c'est que vous avez a priori connaissance de faits graves et que vous voulez écarter l'agent du service. Et ça serait au terme de l'enquête que vous reviendrez à une sanction un peu plus alléchée, entre guillemets. Donc, après, il y a toujours moyen aussi de communiquer au conseil de discipline. On vous a fait un schéma en fait assez chronologique, mais effectivement, peut-être que par moment, vous allez revenir en arrière sur les faits, l'enquête. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que l'agent, si vous avez des faits nouveaux, il faut qu'il ait connaissance de tous ces faits-là, en fait. Qu'ils soient à charge ou à décharge. Et dernière question, après on pourra reprendre des questions, mais il faut qu'on avance un petit peu sur la présentation. J'avais répondu, il y avait une question, est-ce qu'une tenue inappropriée peut être considérée comme un comportement incompatible? Ce à quoi j'ai répondu, en fonction de la tenue et des fonctions exercées, effectivement. Donc quel type de tenue, si on veut vraiment extrapoler, par exemple un agent de police municipale qui se doit d'être en tenue. Juste pour terminer notre présentation, on vous a mis toutes les ressources juridiques, donc avec le code général et les différents décrets. Vous pouvez accéder directement ici. Et les ressources documentaires aussi avec notre site internet où vous retrouverez notamment le diaporama de ressources. Pour tout ce qui est modèle, lettre d'engagement, rapport disciplinaire, il faut nous contacter directement. On vous les envoie, ça nous fera l'occasion de discuter justement de votre cas particulier. Vous avez les fiches BIP, donc beaucoup de fiches BIP, bien développées. Et on vous a mis aussi un petit guide pour le sujet des violences sexistes et sexuelles. Guide et outils statutaires et disciplinaires. Je passe la parole à mes collègues du oui. N'hésitez pas à nous appeler. Alors, on va vous parler donc maintenant de la tenue des instances disciplinaires. Donc, comme on l'a vu précédemment, que ce soit du conseil de discipline pour un agent stagiaire ou un agent fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire en formation disciplinaire s'il s'agit d'un agent contractuel. Donc, l'autorité territoriale doit saisir le conseil de discipline à l'aide d'un rapport daté et signé qui précise les faits qui sont reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. À réception de cette saisine, donc le secrétariat du conseil de discipline va vérifier dans un premier temps que les pièces jointes au dossier correspondent bien à celles qui sont mentionnées sur le courrier de saisine. Puis, dans un second temps, on va vérifier que la sanction demandée nécessite bien la consultation du conseil de discipline.
Ensuite, l'ensemble du dossier va être transmis à la présidente du conseil de discipline qui va à la fois fixer la date de la réunion et le lieu de la réunion de l'instance. Alors, sachant que la présidente du conseil de discipline est une magistrate du tribunal administratif en activité ou honoraire et qu'elle est désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. S'agissant des réunions, elles se déroulent en principe dans les locaux du centre de gestion, mais il nous est arrivé d'en organiser au sein du tribunal administratif. Ensuite, le secrétariat accuse réception de la saisine à la collectivité et notifie en parallèle à l'agent qu'il y a une procédure qui est engagée à son encontre, en lui rappelant ses droits, comme on l'a vu précédemment. S'agissant des délais pour statuer, on l'a vu également, lorsque l'agent fait l'objet d'une mesure de suspension, le délai pour statuer est équivalent à 1 mois, alors que il s'agit d'un délai de 2 mois à compter du jour de la réception de la saisine, si l'agent ne fait pas l'objet donc de mesures de suspension. Pour ce qui concerne les convocations des membres, donc toujours la présidente convoque dans un premier temps les parties en leur rappelant leurs droits, par courrier recommandé avec avis de réception et au moins 15 jours avant la date de la réunion. Alors, sachant que ce délai de 15 jours commence à courir à partir de la date du retrait du pli par l'agent, ou à défaut, à compter de la date d'avis de passage du facteur, sachant que le destinataire dispose d'un délai de 15 jours pour retirer son courrier. Cela signifie donc que les convocations doivent être adressées 1 mois avant la date de la réunion. Ensuite, la présidente va convoquer les membres composant l'instance selon la catégorie hiérarchique de l'agent poursuivi. Alors, sachant que également le conseil de discipline est composé d'un collège de représentants des collectivités qui sont tirés au sort pour l'année en cours, parmi les membres de la CAP concernée, comme on l'a vu, ou de la CCP placée auprès du centre de gestion, et d'un collège de représentants du personnel qui relève de la CAP concernée ou de la CCP et qui sont élus lors des dernières élections professionnelles. Donc, il vous est rappelé que si vous êtes concerné par le dossier, vous ne pouvez pas siéger en tant que membre du conseil de discipline. Alors ensuite, sachez également que le report de la séance est possible, est à l'initiative des parties, sachant que ce report n'est pas de droit et qu'il est accordé une seule fois à la majorité des membres qui sont présents. Par ailleurs, nous précisons également qu'à partir du moment où l'agent a disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser ses observations, l'instance peut décider et refuser d'accorder ce report et émettre un avis en l'absence de l'intéressé. Je cède maintenant la parole à ma collègue qui va vous parler du déroulement d'une séance. Oui, donc s'agissant du déroulement de la séance, avant toute chose, nous souhaitions vous indiquer que les séances ne sont pas publiques. Pour que la réunion puisse se tenir, la présidente va vérifier dans un premier temps que les conditions du quorum soient bien respectées. Si le quorum n'est pas atteint, dans ce cas-là, la réunion sera reportée et de nouvelles convocations vous seront adressées. Pour cette seconde réunion, l'instance pourra siéger valablement, quel que soit le nombre de présents. Dans un second temps, si cela s'avère nécessaire, la présidente rétablira la parité numérique entre les deux collèges. Ensuite, elle procédera à la lecture du rapport disciplinaire et des observations écrites présentées par l'agent. À la suite de cette lecture, le débat contradictoire est ouvert.
Durant ce débat, les parties pourront faire appel à des témoins. Le conseil de discipline les entendra séparément, mais pourra aussi décider de les confronter, voire de procéder à une nouvelle audition d'un témoin qui aurait été déjà entendu. La présidente va inviter les membres à poser des questions aux parties. Elle-même, elle va interroger les parties et ces questions devront éclairer factuellement le conseil de discipline sur des points particuliers qui leur permettront d'établir la matérialité des faits. En aucun cas, durant ces échanges, les membres de l'instance ne doivent faire part de leur appréciation personnelle. Ensuite, avant que l'instance ne commence à délibérer, la présidente va inviter les parties à présenter d'ultimes observations. Alors, s'agissant du délibéré, donc l'instance délibère à huis clos, hors la présence des parties, des conseils et des éventuels témoins. Donc, nous devons porter notre attention sur le fait que les membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour ce qui concerne tous les faits et tous les documents qui auront été portés à leur connaissance en leur qualité et qu'ils sont soumis au principe du secret du délibéré. Pour permettre au conseil de discipline d'émettre un avis, la présidente va procéder donc à l'analyse des faits et des circonstances avec un raisonnement en 3 temps. D'abord, elle va interroger les membres sur la matérialité des faits, à savoir s'ils sont établis ou pas. Puis, si ces faits sont établis, alors elle interroge les membres pour savoir si ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire. Enfin, si c'est le cas, elle invite les membres à se prononcer sur le niveau de sanction afin que celle-ci soit la plus proportionnée. Il y aura 2 cas particuliers pour lesquels le conseil de discipline ne rendra pas un avis. C'est lorsque, à la majorité des membres présents, l'instance souhaite soit ordonner une enquête si elle estime ne pas être suffisamment éclairée sur les circonstances de l'affaire, soit elle souhaite proposer de suspendre la procédure disciplinaire dans le cas où l'agent fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif et jusqu'à la décision du tribunal. Donc, s'agissant du vote de la sanction, en général, la présidente soumet au vote la proposition de sanction proposée par la collectivité. Mais elle peut très bien proposer la sanction qui aura été exprimée lors du délibéré. Si la première proposition de sanction ne recueille pas la majorité des voix, dans ce cas-là, la présidente mettra aux voix les autres sanctions par ordre décroissant en suivant l'échelle des sanctions, jusqu'à ce que l'une des sanctions recueille la majorité. Nous précisons que la présidente participe au vote, mais n'a pas voix prépondérante. Enfin, si aucun quantum de sanction n'a pu être dégagé à la majorité, dans ce cas-là, aucune sanction ne sera prononcée. Ensuite, la présidente invitera les parties à rentrer, donnera lecture de l'avis rendu, puis lèvera la séance. Elle rédigera le procès-verbal qui sera adressé sans délai aux parties par lettre recommandée. Donc, nous rappelons ce que disaient nos collègues préalablement, c'est que vous n'êtes pas autorité territoriale liée par l'avis rendu par l'instance et que vous pouvez prononcer une sanction d'un autre ordre. Pour conclure, nous vous demandons de transmettre au secrétariat du conseil de discipline l'arrêté portant sanction disciplinaire. Alors, c'est un envoi qui n'est pas prévu par les textes, mais c'est une demande de la magistrate dans le cadre du suivi des contentieux, car l'agent peut formuler un recours auprès du tribunal administratif. Donc, vous retrouvez les textes réglementaires dans la diapositive de mes collègues du conseil statutaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Nous pouvons peut-être passer à des questions. Alors, merci à tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a répondu à pas mal d'entre elles en première partie. Donc, vous aurez compris, hein, en fait, bien avoir les 3 étapes. Est-ce que les faits sont avérés? Est-ce qu'ils sont constitutifs d'une fonction ou est-ce qu'ils sont, et le cas échéant, s'il y a une sanction, elle doit être proportionnée. Donc,
pense que des fois, dans les réponses que l'on apporte, ça peut créer de la frustration parce qu'on ne va pas vous dire face à ce cas, ça sera telle sanction. Parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, tout dépend du contexte dans lequel les faits ont été commis et puis la part de responsabilité de l'administration. On a évoqué la fiche de poste, les entretiens professionnels. Certains faits ne peuvent pas être reprochés à des agents si la collectivité elle-même ne se montre pas exemplaire. Et puis avoir à l'idée que si vous vous engagez dans une procédure disciplinaire, c'est toujours de se dire qu'elle soit la mieux, pardonnez-moi du terme, mais ficelée, parce qu'il faut toujours s'imaginer que potentiellement il y aura un contentieux derrière. Et nous, ce qu'on arrive à mesurer au centre de gestion, avec notamment les échanges avec les magistrats, c'est un peu la jurisprudence qui s'applique, quoi. La sévérité du juge administratif qui peut évoluer avec le temps. Hein, c'est une science humaine. Hein, donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est très important. Si vous souhaitez engager une procédure disciplinaire, que le maire ou le président souhaite le faire, il ne faut pas hésiter à prendre la tâche du conseil statutaire qui pourra vraiment vous aiguiller sur la procédure à suivre, sur la sanction, le cas échéant qui pourrait être mise en œuvre eu égard à la jurisprudence appliquée, et puis le cas échéant auprès de mes collègues du secrétariat du conseil de discipline, s'agissant effectivement de la saisine de cette instance. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Y a-t-il des questions? Non, on a des gens qui disent merci. Je voulais simplement, moi, vous dire une chose, c'est que, par expérience et pour l'avoir vécu, quand vous lancez dans une procédure disciplinaire, le pire de tout serait que, lorsque ça arrive au conseil de discipline, par le vote, on revienne à des sanctions du premier groupe. Donc, j'attire votre attention là-dessus, c'est-à-dire de bien peaufiner votre dossier pour que quand vous l'envoyez au conseil de discipline, on se soit vraiment des faits suffisamment avérés, proportionnés, qui justifient effectivement la saisine du conseil de discipline. Parce que sinon, après, on se retrouve un petit peu dans une situation où en fait, les sanctions auraient pu être proposées directement par la collectivité territoriale. Donc, c'est un peu, ça vous met un peu dans l'embarras. Et le juge peut aussi être, comment dirais-je, de manière plus générale, plus compréhensive parfois. Et ça peut poser difficultés. Et deuxième élément, qu'il y a la dernière partie, sur effectivement l'arrêté qui a été pris, tout simplement parce que nous avons un suivi, nous sommes convenus avec les juges administratifs d'avoir un suivi du conseil de discipline de façon à ce qu'eux connaissent à la fois, ils ont participé au conseil de discipline, donc ils connaissent l'avis qui a été rendu, ils connaissent ensuite la sanction que vous avez prise, et pour eux, derrière, s'il y a un contentieux, c'est plus facile. Et ils ont une traçabilité de ce qui a été fait. C'est pour ça qu'on vous demande de bien nous notifier votre arrêté. Voilà, c'était tout pour mon intervention. J'étais un petit peu en retard, j'étais pris par ailleurs, mais on m'a avantageusement remplacé, donc il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, moi, je tenais à remercier mes collègues pour la qualité de la présentation et tout le travail réalisé en amont. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été présente à cette matinale. N'hésitez pas à prendre la tâche du centre de gestion si vous avez une telle procédure à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.